Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 1er juin 2018. Le calme est revenu depuis mercredi le long de la frontière entre la bande de Gaza et les territoires occupés à la faveur d'un cessez-le-feu négocié par l'Égypte pour mettre fin aux plus intenses échanges de tirs entre l'armée israélienne et la résistance palestinienne depuis 2014. En effet, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé mardi et mercredi avant l'aube plus de 60 positions des groupes palestiniens à Gaza. En riposte aux raids aériens israéliens, la résistance palestinienne avait tiré plus de 130 roquettes en direction des territoires occupés. En effet, le régime israélien vient de multiplier ses batteries de défense aérienne d'hommes de fer dans les colonies de peuplement frontalières avec la bande de Gaza. Et ces développements coïncident en effet avec des semaines de protestation dans le cadre de la grande marche du retour en protestation bien sûr contre les atrocités israélienne et pour demander le droit au retour, réclamer en effet la restitution du droit au retour des déplacés palestiniens. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces nouveaux développements et sur cette trêve qui a été en effet mise en place entre l'armée israélienne et la résistance palestinienne et les derniers développements de la bande de Gaza qui a fait en effet l'objet d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Dans le but d'occulter la faiblesse du dôme de fer, le système de défense aérienne israélienne et de faire croire que le front de la résistance est incapable de produire des roquettes, l'armée israélienne a prétendu que les obus tirés depuis Gaza étaient de fabrication iranienne. Dans un communiqué, l'armée israélienne a prétendu que certains obus tirés depuis la bande de Gaza sur des colonies portaient des inscriptions prouvant qu'ils étaient de fabrication iranienne. Le porte-parole de l'armée israélienne a pour sa part prétendu que certaines de ces munitions étaient de fabrication iranienne et qu'elles avaient été acheminées clandestinement jusqu'à Gaza. Cette allégation intervient alors que la bande de Gaza est depuis plus de 10 ans l'objet d'un blocus terrestre, aérien et maritime. L'armée israélienne a de même annoncé qu'au cours de ces derniers jours, ses avions de combat et son artillerie avaient pris pour cible 65 endroits à travers la bande de Gaza, dont des entrepôts d'armes et de drones, des ateliers de fabrication d'obus et des camps d'entraînement. Le djihad islamique de la Palestine suivi du Hamas ont publié mardi un communiqué commun dans lequel ils ont souligné que la résistance riposterait aux attaques du régime d'Israël et ne lui permettrait pas d'imposer ces nouvelles règles de jeu. Selon le rapport, la résistance de la Palestine a tiré environ 130 missiles et obus de mortier en direction des territoires occupés, blessant 6 colons israéliens. Le mercredi 30 mai dans la matinée, les avions de combat israéliens sont apparus dans le ciel de Gaza avant de mener des frappes sur plus d'une dizaine de bases de la résistance à travers Gaza. Avec la médiation de l'Égypte, un cessez-le-feu est entré en vigueur depuis mercredi matin dans la bande de Gaza. Par ailleurs, depuis le début de la marche du Grand Retour le 30 mars, plus de 126 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des militaires israéliens. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne par Skype depuis Montréal avec M. Robert Bibeau, éditeur du web magazine Les 7 du Québec, et par téléphone depuis Bruxelles avec M. Luc Michel, géopoliticien. Je vous propose de rejoindre tout de suite à Montréal M. Bibeau. M. Bibeau, bonjour.
Bonjour. Merci infiniment d'être en ligne avec nous, Monsieur Bibo. Monsieur Bibo, alors ces derniers jours, les tensions étaient extrêmement vives dans la bande de Gaza. Mardi, en effet, il y a eu des raids aériens intenses de l'armée israélienne sur la bande de Gaza en riposte prétendument aux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Et puis mercredi, alors, un cessez-le-feu a été mis en place par la médiation, avec la médiation de l'Égypte entre Israël et la résistance palestinienne. Bien sûr, du côté israélien, M. Bibo, les autorités israéliennes ont démenti en effet cette trêve, mais certains analystes sont d'avis que Israël a été en quelque sorte contrainte d'accepter cette trêve par crainte de la riposte palestinienne, d'autant plus que le système de défense aérienne israélien d'hommes de fer a été incapable en effet d'intercepter ces roquettes. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente nouvelle si effectivement il est vérifiable que le dôme de fer qui est censé protéger l'État fantoche israélien est inefficace. J'en suis pas certain, mais s'il s'avère que c'est vrai que ce dôme de fer d'un État colonial est inefficace, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour la résistance palestinienne. Ça voudra dire qu'elle est en mesure de riposter. Mais il faut replacer ces événements anecdotiques, que je dirais. Moi, j'appelle ces événements-là des événements anecdotiques. Que vient faire Israël? Pourquoi Israël, tout à coup, se met à bombarder Gaza? Aujourd'hui, et pourquoi pas hier, avant-hier, on sait que Gaza est encerclé. D'ailleurs, votre commentateur a très bien fait, a bien signalé que Gaza est emmuré, hein, c'est littéralement sous blocus, très serré par la mer, par la terre. Alors quand l'information importante dans tout ce que vous avez dit, l'information importante est la suivante. Israël prétend que les roquettes qui sont tombées en territoire occupé, en Israël ou en Cisjordanie, je ne sais pas trop quelle zone a été attaquée, mais a été bombardée, mais que ces roquettes seraient de fabrication iranienne. Toute l'opération auquel vous avez assisté pendant cette dernière semaine ne visait que cet objectif, qu'Israël puisse recevoir des roquettes et puisse dire, on a lu sur les roquettes que c'était marqué « Made in Iran », « Made Téhéran ». Ce qui est ridicule, on en convient, vous et moi, je sais que je le comprends bien. Mais c'était l'objectif de l'opération. C'est la petite contribution d'Israël aux troubles que les Américains font dans la région. Vous vous rappelez de notre Donald Trump qui a déchiré l'accord nucléaire iranien, créant un émoi international qui a fait monter le prix du pétrole. Alors Israël vient à la rescousse en disant « C'est vrai, l'Iran est un pays vraiment dangereux contre lequel on devra faire la guerre. Regardez, j'ai des roquettes ici, là, et vous verrez peut-être Netanyahou bientôt se promener à la télévision avec des morceaux de métal, prétendant qu'il les a ramassés sur le terrain et que ça venait directement de Téhéran, ce qui est une absurdité. Gaza est emmuré. Alors, il n'y a pas de fusée qui rentre là. S'il y a eu des roquettes fabriquées, ils sont de fabrication palestinienne, ce qui est excellent. Gaza est capable de s'armer puis de se défendre. C'est une bonne chose. Merci, M. Bibo. L'histoire. Merci infiniment. Restez avec nous, s'il vous plaît. Nous sommes également en ligne, je vous le disais en début de cette émission, depuis Bruxelles, avec Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour, bonjour à mon ami Robert Bibo. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, et pour vous, quels sont les objectifs d'une part de cette campagne de désinformation, de cette campagne médiatique à l'encontre de l'Iran de la part des autorités israéliennes et d'autre part de ces raids aériens intenses sur la bande de Gaza, M. Michel? Il y a deux conflits qui se télescopent en fait. Il y a le bras de fer que Tel Aviv mène avec l'Iran, dont l'enjeu est le maintien du monopole stratégique israélien sur le Proche-Orient
Et ça explique toute cette campagne qui vise à impliquer l'Iran dans des agressions soi-disant supposées ou inventées contre Israël. Le but de tout ça, évidemment, c'est un renforcement de l'aide américaine, du soutien américain. Et il y a un deuxième conflit, c'est le conflit pour la liquidation au profit d'Israël du contentieux palestinien. La lutte palestinienne, elle est aujourd'hui malheureusement très loin. Elle repose sur une résistance qui est héroïque, mais qui n'a plus les relais dont elle disposait avant. Moi, j'ai commencé ma carrière politique en 1972, dans les milieux en Europe qui soutenaient. C'était la grande époque du FPLP. On arrivait à mettre des dizaines de milliers de gens dans la rue, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Ça n'existe plus. Il y a maintenant un plan Trump, il y a un camp qui est celui de Trump et du Likoud, qui pense qu'il est en train de gagner la guerre. Il faut lire la presse israélienne, s'est exprimée de façon très brutale. Ces gens pensent que Trump a pris les bonnes décisions, qu'elles vont dans le sens d'une victoire du Likoud en Israël et que la donne est en train de changer. À partir de ce moment-là, vous allez bientôt arriver à voir paraître le soi-disant plan de paix de Jared Kushner, le gendre de Trump, mais qui est aussi un des dirigeants de l'aile radicale du lobby pro-israélien et pas qu'aux États-Unis. On a des fuites sur ce plan. De quoi s'agirait-il? Israël reconnaîtrait un État palestinien, mais les Palestiniens devraient reconnaître la légalisation comme territoire israélien de toutes les colonies illégales. Qu'est-ce qui resterait de Bantoustan, on appelait ça comme ça dans l'Afrique du Sud, les dernières années de l'apartheid, deux Bantoustan, l'un en Cisjordanie, l'autre à Gaza, qui ne seront pas des États, ce seront des États virtuels, sans aucun moyen. Ce serait évidemment la victoire israélienne, c'est à ça qu'on prépare les esprits. Il faut lire la presse israélienne, c'est une presse qui est devenue extrêmement arrogante, extrêmement belliciste, et elle est reliée par des lobbies pro-israéliens en France. Il faut lire la presse du CRIF, etc. en France, qui est dans un appui total à la politique israélienne. Tout cela me rend, moi, extrêmement triste pour les Palestiniens, parce que de l'autre côté, le camp palestinien n'a pas le soutien qu'il devrait avoir. Il y a l'axe de la résistance, et il n'y a plus que ça, puisque le camp arabe n'existe plus. Il a été littéralement vendu, prostitué par l'Arabie saoudite aux États-Unis. Il reste l'Égypte, mais qui a un rôle extrêmement ambigu dans tout cela, comme elle a un rôle extrêmement ambigu en Afrique. Tout cela ne me rend pas optimiste. Au milieu de ça, il y a évidemment la deuxième question, qui est le problème de votre pays, de l'Iran, qui est la préparation d'un nouveau train de sanctions. Et il y a une dernière chose que disent les Israéliens, et je pense qu'ils ont raison là-dessus malheureusement. Ils disent que l'Europe est aux abonnés absents, qu'elle est sortie du dossier et qu'elle va devoir s'aligner sur les Américains. C'est ce que je pense personnellement. Merci infiniment pour ces précisions. Monsieur Michel, restez avec nous. Monsieur Bibeau, je cite le coordinateur des Nations Unies pour le Proche-Orient, Nikolai Meladinov, qui a averti que la bande de Gaza, eu égard au récent développement, au récent raid des aériens israéliens, était en quelque sorte au bord de la guerre. Est-ce qu'on assiste, est-ce qu'on se dirige vers le déclenchement d'une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, comme pareil à ce qui s'est passé en 2014? Habituellement, quand les rapporteurs de l'ONU et de tous ces organismes internationaux sous la botte occidentale, ces organismes internationaux, je le répète, qui sont sous la botte occidentale, qui sont des porte-paroles, soit des États-Unis, des puissances européennes, quand ces pays-là annoncent qu'il y a une guerre imminente, c'est qu'en fait, ils préparent l'opinion publique à cette guerre. Ils savent qu'elle aura lieu. Cette guerre ne peut pas être une guerre entre la résistance palestinienne et Israël. On ne parle pas de deux armées contingentes capables de mener une guerre. On parle d'une résistance qui est dans la population face à une armée régulière criminelle.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir une attaque? Parlons pas d'une guerre, parlons plutôt d'une attaque, une offensive d'Israël, de Tsahal, contre la bande de Gaza? Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et ces déclarations visent probablement à préparer l'opinion publique. Vous savez, il y a une guerre qui s'en vient. Déjà, de dire une guerre, un peuple désarmé, 1 500 000 personnes tenues dans un bagne depuis des dizaines d'années, des déplacés de la première Nakba de 1948, puis redéplacés en 1967, qui ont été parqués là et qui sont encerclés contre une armée régulière avec ces canons, ces tanks. C'est pas une guerre, ça, monsieur, c'est un massacre qui se prépare. Maintenant, je voudrais revenir sur la présentation de mon ami Luc Michel. Je suis en bonne partie d'accord avec lui à l'effet que le deuxième mouvement ou la deuxième action, les deux actions qui se convergent, l'une dont j'ai parlé tantôt, toutes les manigances et les menées contre l'Iran, mais qui ne visent strictement non pas à attaquer l'Iran, je ne crois pas du tout que l'Iran soit menacé d'être attaqué ni par les États-Unis ni par personne, mais qui visent à faire monter le prix du pétrole. Voilà l'objectif. Mais il y a aussi la question palestinienne. Elle reste d'actualité. Luc Michel a totalement raison. Il y a eu une époque où on pouvait lever des milliers de manifestants pour dénoncer l'invasion israélienne, l'occupation israélienne. C'est plus la situation, je le comprends, c'est vrai, il a raison. Mais je ne suis pas d'accord avec son pessimisme à l'effet que la question palestinienne est comme réglée et on va se retrouver. Même si on se retrouverait avec deux Bantoustans, la Cisjordanie emmurée littéralement, il faut voir. Puis quand je parle d'un mur physique qui existe déjà, là, qui encercle un certain nombre de villes, et Gaza qui est déjà emmuré, on sait déjà, sous boycott, même si on se retrouvait dans une situation semblable, le peuple palestinien continuerait à exister dans sa diaspora et sur deux territoires, qui seront toujours des épines dans le flanc israélien. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que Israël est un pays en apothéose, en pleine croissance. Israël est économiquement une petite filiale du grand magnat américain, du grand chiffre d'affaires américain. Et quand cette super entreprise qui sont les États-Unis d'Amérique, cette immense économie des États-Unis d'Amérique, vont s'effondrer avec leur dollar, ils vont entraîner Israël. Et les troubles vont venir d'abord du prolétariat israélien qui va commencer à en avoir assez d'être sacrifié sur l'autel de la soi-disant Israël, le pays des Juifs, patati et patata. La plupart des gens, la majorité des gens en Israël, si vous ne le saviez pas, sont athées. Merci, M. Bibeau. Et non, la situation d'Israël n'est pas une bonne situation, à mon avis. Merci, Monsieur Bibeau. Monsieur Michel, alors mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à la demande des États-Unis sur la situation prévalente dans la bande de Gaza et pour, en effet, se pencher notamment sur ces tirs de roquettes. Alors, la question qui se pose justement sur le fonctionnement de cette instance exécutive des Nations Unies. Depuis 10 ans, la bande de Gaza est soumise à ce blocus inhumain. Alors, des raids aériens intenses de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. M. Bibeau a évoqué le massacre, en effet, de la population de Gaza. Est-ce que le moment n'est pas venu justement de faire pression sur le tandem américano-israélien pour obtenir la fin de ce blocus plutôt que de se pencher sur la résistance légitime des groupes palestiniens face à une force d'occupation, M. Michel? Écoutez, moi j'ai lu ce matin le projet de résolution de Nikki Haley pour le débat du Conseil de sécurité. C'est elle qui accuse les Palestiniens de menacer la vie des Israéliens. C'est la teneur de ce document qui est d'une arrogance et d'une mauvaise foi incroyable. C'est dans la nature de ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont bloqué toutes les résolutions contre Israël, pas depuis 10 ans, depuis l'existence de l'État israélien.
Il y a, en plus maintenant, depuis l'élection de Donald Trump, et là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse israélienne, il y a une lune de miel. Ils parlent d'un accord parfait entre Netanyahou et Trump, et ils disent que eux parlent de l'axe de la victoire concernant cet axe géopolitique Israël-Tel Aviv, qui dans la pratique est un axe États-Unis, Israël-Riyad. Le problème, c'est ça. Qui va faire pression aux Nations Unies là-dessus? Il n'y a personne pour le faire. Le seul gouvernement qui joue la comédie, parce que pour moi c'est une comédie, d'une fausse opposition aux États-Unis, qui est le gouvernement de Macron, c'est le gouvernement européen qui est le plus aligné géopolitiquement sur les États-Unis. Et ajoutons que la France est le seul pays de l'Union européenne où il y a un lobby pro-israélien qui a une puissance équivalente à celui de l'AIPAC américain. Il n'est pas possible pour le gouvernement français d'aller à l'encontre de ce lobby extrêmement puissant qui est une réalité. À partir de ce moment-là, les Nations Unies, à quoi servent-ils? À rien, mais ils ne servent à rien non plus ailleurs. Nous sommes pour le moment à plus de 60 ans d'intervention des Nations Unies en Afrique, par exemple. Ça n'a servi à rien. Les casques bleus sont des forces inutiles dans tous les pays où ils sont déployés. On en a encore l'exemple avec la Libye. Ce que propose comme sortie, c'est le Conseil de sécurité et les Nations Unies, ce sont des élections dans un pays plongé en plein chaos. C'est la même chose en Palestine. Face à ça, il y a non pas un, mais deux pays, c'est-à-dire les États-Unis, la première superpuissance mondiale, Israël, la seule puissance nucléaire, rappelons-le, du Proche-Orient, qui sont en accord géopolitique et géostratégique parfait, et qui parlent ouvertement de la guerre. Ce qu'évoquent les médias israéliens, ce sont des scénarios, ils parlent même de guerre totale contre Gaza, mais en même temps contre le Liban, contre la Syrie et contre l'Iran. Que voulez-vous faire dans un tel contexte? Il y a la position de l'axe de la résistance, elle est là. L'axe de la résistance, il a besoin d'alliés. Les alliés, c'est évidemment les puissances asiatiques, c'est Moscou, c'est Pékin. Moscou n'a pas actuellement encore une attitude claire dans la question du conflit du Proche-Orient. Et il y a un deuxième problème, évidemment, c'est que Pékin est tout à fait aux abonnés absents là-dedans, à part des votes qui expriment une sympathie, mais purement virtuelle pour le peuple palestinien. C'est ça qui doit changer. Pendant longtemps, la question palestinienne était au cœur de la question proche-orientale. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. C'est ce qui permet les agissements du Likoud, de Netanyahou, la colonisation, etc. Il faut replacer au cœur de la question proche-orientale la question de la Palestine et la question de Jérusalem, parce qu'elles sont liées. Ce n'est pas un hasard si Trump a décidé de briser le consensus sur Tel Aviv, Jérusalem, comme capitale d'Israël, en même temps où il abandonnait les accords du nucléaire civil iranien. Les deux questions sont liées. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Robert Bibot, éditeur du web magazine Les 7 du Québec depuis Montréal. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.